Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir à cette session de la ISPAR 2025 et donc une session live démo. Très importante parce que c'est un pan en fait de l'anesthésie locale souvent encore peu utilisé, en particulier malgré l'échographie, alors que la littérature est très ancienne et que l'application et le bénéfice des patients est véritablement de plus en plus prouvé et clairement identifié. On va donc aborder l'anesthésie locale de la face. Quand on parle de la face, c'est le visage, c'est aussi les yeux. Et donc on va aborder deux éléments distincts avec deux orateurs spécialisés dans ce domaine. Nous allons commencer par la première présentation, docteur Marion Mur, qui est donc praticienne au CHU de Toulouse, et en particulier en chirurgie maxillofaciale et bloc maxillofacial, et pour aborder un premier élément, un premier versant de la LR, donc la chirurgie du bloc maxillaire 5.2 et 5.3. Bien sûr, vous l'avez compris, on est sur des téguments et l'ophtalmologie où les territoires se recouvrent. Bien évidemment, nous avons le 5.1 qui n'est pas négligé, oublié, qui sera abordé dans la deuxième partie en particulier par le docteur Mehdi Kacha. Nous allons commencer avec Marion. Marion, donc tu as une vingtaine de minutes pour aborder avant le live démo avec notre mannequin. Ok, Marion, je te merci. laisse la parole. Merci au comité scientifique de la SFAR pour cette invitation à la ISFAR 2025. On va donc parler des blocs maxillaires et mandibulaires éco-guidés. Alors, la chirurgie maxillofaciale, c'est en chirurgie orthognatique, donc la chirurgie des mâchoires, la petite sœur de la chirurgie orthopédique. On a 20 000 patients par an qui sont opérés et on est un peu en retard sur le développement des parcours de réhabilitation accélérée. Pour l'anesthésiste, il y a trois principaux challenges en chirurgie orthognatique parce que la chirurgie orthognatique, ça saigne. Ensuite, ça fait vomir. Et le plus important, et ce qui nous concerne aujourd'hui, ça fait mal, avec des douleurs modérées à intenses, en tout cas qui nécessiteront la prise d'opiacés pour les patients en post-opératoire. Et donc, avec nos chirurgiens, dans cette stratégie médico-chirurgicale, la LR a permis un upgradage de nos pratiques et d'atteindre aujourd'hui 70% d'ambulatoire pour nos patients opérés d'orthognatique. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors oui, la LR de la face, c'est un game changer. Et comme tu le disais, Christophe, c'est démontrer en fait la fente labiopalatine dans la chirurgie pédiatrique, hein. Donc, depuis 2012, avec l'équipe de Montpellier, on sait que le bloc maxillaire éco-guidé, déjà à cette époque, est efficace dans cette chirurgie de fente labiopalatine, avec des recommandations prospects qui le spécifient, hein, bien sûr, pré-incisionnel, hein, comme on pratique la LR sur l'adulte également. Et ce bloc maxillaire, il est aussi démontré dans son efficacité sur la chirurgie orthognatique, donc la chirurgie des mâchoires, hein. Et là, je vous ai mis trois principales études où à chaque fois, on retrouve une diminution des consommations morphiniques post-opératoires, alors qu'elles soient en salle de réveil ou en post-opératoire à J1, J2. Et maintenant, pour ce qui est du bloc mandibulaire, eh beh, l'efficacité est de nouveau prouvée sur la fracture de mandibule, qui aujourd'hui n'est pas dans la thématique de ce qu'on voulait aborder, mais également dans la chirurgie orthodontique. Et ça, c'était l'équipe de Montpellier qui avait fait ça sur du bloc mandibulaire à la neurostime. Et en fait, notre équipe de Toulouse, nous, on s'est intéressé à la combinaison du bloc maxillaire et mandibulaire éco-guidé, voilà, qui a prouvé la diminution de près de 40% de consommation morphinique en post-opératoire sur cette chirurgie très douloureuse qu'est la chirurgie d'ostéotomie bimaxillaire, c'est-à-dire des deux mâchoires, avec une combinaison donc de 4 blocs. Alors, quelques rappels anatomiques. Le ganglion du trijumeau, c'est ce ganglion de Gasser aussi qui se situe au-dessus de la grande aile du sphénoïde dans ce qu'on appelle le cavum de Meckel. Et il va émettre trois principales branches. Donc, le nerf ophtalmique, donc ce 5-1 qui passe via la fissure orbitaire supérieure, qui ne me concernera pas sur mon topo, mais que Mehdi va aborder par la suite. Et ensuite, donc, une deuxième branche, le nerf maxillaire, qui passe dans le foramen rond ici. Et enfin, une troisième branche, le nerf mandibulaire qui émerge via le foramen ovale vers la mandibule. Alors, on s'intéresse d'abord au bloc maxillaire. On va réaliser, grâce au bloc maxillaire, un bloc sensitif pur avec une zone cutanée anesthésiée qui va de la paupière inférieure à la joue, à la lèvre supérieure, et l'os, les dents maxillaires, la gencive, bien sûr. De manière intéressante, la paroi latérale des fosses nasales, les sinus, le palais, ce qui explique son efficacité sur la chirurgie de la fente labiopalatine,
Et aussi une portion ménagée parce qu'on n'oublie pas que le ganglion sténopalatin est dans les recommandations de la prise en charge des céphalées postdurales, donc ça en fait partie. Alors la cible quand on réalise un bloc maxillaire, c'est la fosse ptérygopalatine qui est peut-être pas peu connue. Donc on voit là avec l'ablation de l'arcade zygomatique de manière profonde au niveau de la joue. Et voilà, elle va se situer dans ce qu'on appelle la fosse infratemporale, qui est donc toute cette zone, et c'est ça qu'on va réellement voir à l'échographie, sachant que la fosse ptérygopalatine en soi, ça va plutôt être une visualisation scano-guidée si on veut vraiment l'apercevoir à l'échographie. Voilà, on aura plutôt une vision de la fosse infratemporale. Donc ce que je vous ai remis ici, et donc là c'est une coupe écho-guidée, ce qu'on va voir après sur la live démo, avec la fosse infratemporale. Vous allez voir l'os maxillaire en avant, et là une tranche de de soit le processus coronoïde, soit la branche ascendante de la mandibule. Et là, vous avez la coupe scanographique qui avait été proposée en 2012 par l'équipe de Montpellier, où ils avaient noté voilà, le sphénoïde, eux, en arrière. Là, il faut inverser l'image entre les deux. Et donc, le sphénoïde qui est plutôt en profondeur. Donc, chez l'adulte, on ne va pas avoir le sphénoïde et qui est très en profondeur de la fosse, mais on verra bien une tranche de section de la branche ascendante de la mandibule. Donc, quand on réalise le bloc maxillaire, il faut avoir en tête qu'en profondeur de la fosse va acheminer l'artère maxillaire, qui est une branche de la carotide externe et qui peut apparaître avec un battement spontané en posant la sonde d'échographie ou qu'on peut repérer grâce à un repérage Doppler. Elle va souvent être visible avec une sonde convexe et moins visible avec la sonde linéaire. Mais le fait qu'elle soit au fond de la fosse et par la technique qu'on va discuter aujourd'hui, vous avez un très faible risque de ponction de cette artère à ce moment-là. Donc justement, en parlant des différentes approches du bloc maxillaire, on s'est décrit 4 techniques d'éco-guidage pour réaliser un bloc maxillaire, selon qu'il soit fait par les anesthésistes, les médecins de la douleur, les radiologues. Donc une approche suprazygomatique et 3 approches infrazygomatique avec une en avant du processus coronoïde, voilà, qui va être ici, et 2 approches via l'incision mandibulaire, au-dessus de la mandibule, avec le patient qui a donc la bouche ouverte, avec une voie postérieure et une voie antérieure. Moi, aujourd'hui, je parlerai de la méthode, on va dire, Princeps, qui a été décrite par l'équipe de Montpellier en 2012 dans Pédiatrique Anesthésia, avec cet abord suprazygomatique. Alors, on va réaliser une ponction qui a l'angle entre le pilier externe de l'orbite et l'arcade zygomatique, ce que vous voyez là aussi, donc le pilier externe de l'orbite et l'arcade zygomatique. Et on va avancer notre aiguille en direction de la base du nez ou de la commissure labiale homolatérale sous contrôle d'échographie. Donc vous comprenez bien que c'est un bloc hors plan sur lequel on ne verra pas la progression de l'aiguille et qui n'est pas du tout dans le plan de la sonde d'échographie. Les repères osseux, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, on les a déjà un petit peu abordés. L'os maxillaire en avant, et c'est donc cette tranche de section de la branche ascendante de la mandibule avec le masséter qu'on reconnaît très bien. Et donc nous, la fosse ptérygopalatine qui se situe ici en profondeur de la coupe. Alors c'est donc un bloc de diffusion. La technique, c'est qu'on va ponctionner à distance du nerf maxillaire et la diffusion se fera dans cette fosse infratemporale à distance de l'artère maxillaire et du foramen rond. On n'aura pas de visualisation directe des structures. Sur notre étude, on avait fait un choix de 5 ml de naropéine à 4,75 mg par millilitre dans ce concept de réservoir d'anesthésie locale. Il y a des études qui sont sorties, notamment cadavériques, très intéressantes, qui ont prouvé que déjà à 1 millilitre, on avait une jolie diffusion et probablement que c'était suffisant. Après, quid de l'efficacité clinique de la durée d'anesthésie? C'est une autre question qui amène à d'autres études. Le chirurgien peut tout à fait faire une analgésie efficace pour ces patients. Toutefois, ça sera souvent des blocs distaux d'un nerf alvéolaire supéro-postérieur et supéro-antérieur, voilà, avec des repères au niveau des dents, voilà, avec bien sûr sur des repères anatomiques, avec un risque de ponction artérielle et nerveuse. Alors pour ce qui est du bloc mandibulaire maintenant, on conduit là un bloc sensitif
et moteur, puisque voilà, on a une zone cutanée qui est voilà, de tout le menton, la partie inférieure de la joue et la tempe, avec également, bah, bien sûr, ce qui nous intéresse, l'os et les dents de la mâchoire inférieure. Et on va faire un blocage moteur de tout ce qui est mastication, hein, donc principalement le muscle masséter, donc les patients qui vont avoir après une, euh, une capacité à refermer la bouche du fait du blocage de tous ces nerfs, tous ces muscles, excusez-moi, qui participent à la mastication. De manière très intéressante, nos patients ont aussi un blocage des glandes salivaires qui concourt probablement à leur confort post-opératoire et éviter ce bavage post-opératoire dans une situation où les patients ont beaucoup d'œdème. Voilà, donc très intéressant de ce côté de blocage salivaire. Alors l'anatomie du nerf mandibulaire, c'est que dès son émergence, donc du trou ovale, il va se diviser en nerf lingual et nerf alvéolaire inférieur. Donc d'où l'intérêt pour les anesthésistes de réaliser ce bloc voilà, à ce niveau-là dès l'émergence du foramen ovale. Donc on va le revoir. Donc on va venir installer la sonde infrazygomatique. Donc juste par rapport au bloc maxillaire, on était en avant, juste on recule la sonde de quelques centimètres. Et on va retrouver une zone hyperéchogène hein, qui est oblique médialement, donc en profondeur en avant. Sur laquelle on va pouvoir reconnaître le muscle masséter en superficie, l'espace ptérygo-mandibulaire qui contient donc l'artère maxillaire et le nerf mandibulaire, et en profondeur, le muscle ptérygoïdien latéral. Donc ce muscle masséter que tout le monde connaît, hein, qui est le muscle principal de la mastication, qui est un muscle en 4 faisceaux et qui s'insère entre l'arcade zygomatique et la mandibule. Qui est assez reconnaissable à l'échographie par une superposition en général des 3 principaux faisceaux. Et voilà, c'est le muscle principal de la mastication, comme je vous l'avais déjà dit. En profondeur, donc, il faut repérer le muscle ptérygoïdien latéral, ce qui est ce petit muscle très important qui s'insère au niveau du condyle, de l'articulation temporo-mandibulaire et qui va s'accrocher sur la crête du sphénoïde en dedans. Et le nerf mandibulaire va cheminer sur sa face externe. Ce muscle il est responsable de la propulsion et de la déduction de la mandibule, des mouvements latéraux de la mandibule. Alors, comme je vous disais, on va remettre la sonde d'échographie, on va se reculer de quelques centimètres par rapport au bloc maxillaire, en regard de l'articulation temporomandibulaire qui est en arrière, avec le processus coronoïde qui est donc le processus avec le cartilage qui est très visible à l'échographie, et le condyle avec l'articulation temporomandibulaire et le processus coronoïde en avant. Et entre les deux, on a donc l'incisure mandibulaire qui va être notre fenêtre d'échographie. Donc cette voie, elle est infrazygomatique, comme je vous ai dit. Vous avez la coupe sonographique avec voilà, le processus coronoïde et son cône d'ombre et le condyle que là, on devine tout en haut. On va le voir sur le live d'ECMO, ça sera peut-être plus parlant. Dans ce bloc-là, la présence de l'artère maxillaire, comme je l'ai mentionné, elle est particulièrement à faire attention, hein, puisqu'elle est directement en regard de l'incisure mandibulaire. Donc on le voit là-haut, hein, donc la carotide, cette branche de la carotide externe, et vous la voyez juste en regard de la zone de ponction. Elle est très facilement repérable, hein, donc souvent on a un battement spontané de la structure voilà, qui est à côté du ligament sphénopalatin qu'on devine derrière. Hein. Si jamais on peut faire un repérage Doppler si on a un doute, mais elle est devant soi. Et donc, on va le voir sur cette petite vidéo. Un des messages importants, ça va être que pour la visualisation correcte des structures pour réaliser un bloc mandibulaire, il s'agit de faire ouvrir la bouche du patient. Donc, comme vous l'avez vu se dévoiler devant vous, donc là on revoit toutes les structures hein, que j'ai précédemment décrites, le masséter, le muscle ptérygoïdien latéral, cet espace médial en avant qui comprend donc l'artère maxillaire et le nerf mandibulaire qui est donc non visible mais qui est dans cet espace-là. Et donc l'objectif va être de réaliser un bloc et de conduire l'aiguille jusqu'à cet espace ptérygo-mandibulaire. Donc voilà des études qui ont remis la nécessité de l'ouverture de bouche avec des patients. Voilà, cette anesthésie qui est le plus souvent réalisée sous anesthésie générale, même par nos collègues chirurgiens.
Alors, on va centrer donc, on va mettre l'image au centre de l'écran, l'aiguille sur le centre, de la sonde et l'aiguille est quasiment parallèle à la sonde, on est vraiment sur un bloc hors plan, et on fonctionne environ à 3 millimètres de la sonde. Pourquoi je vous spécifie ça? Parce que l'espace, on va le voir sur, le petit crâne, on a très peu d'espace dans cette incisure mandibulaire et donc il faut conduire une ponction proche de la sonde. Pardon, donc voilà, vous avez la petite, image, donc vous voyez, on a très peu d'espace et en étant à 3 millimètres, on n'aura aucun problème, on arrivera dans la zone. L'avantage, c'est qu'il est très superficiel, ce bloc. L'espace est souvent à 1,5-2 centimètres. Donc une aiguille, là, vous voyez, de 50 millimètres, écogène, fort la faire. C'est un bloc de diffusion, hein, donc comme tout à l'heure, avec, donc, vous voyez ce trajet de l'aiguille hors plan qui vient donc dans l'espace ptérygo-mandibulaire, hein, donc avec le muscle ptérygoïdien latéral et le masséter au-dessus, et donc cette artère maxillaire que là on voit très bien. Vous pouvez aussi le réaliser à la neurostimulation comme l'équipe de Montpellier l'a démontré en 2021, hein. Vous aurez en réponse à la neurostimulation une franche élévation, contraction de la mandibule, pour autant que vous ayez soit un patient vigile et vous réalisez la LR sous sédation comme avait fait cette équipe, ou que vous vous endormez sous Ultiva par exemple, sans un curare pour avoir la réponse en neurostimulation. D'où l'avantage probablement de le réaliser sous échographie pour s'affranchir de ces contraintes. Et bien sûr, le chirurgien peut réaliser une ALR, mais lui, il le fera sur les repères anatomiques en piquant à l'aiguille de Spix bouche ouverte. Donc, il n'endort que le nerf alvéolaire inférieur. Hein, donc, il manquera toute la partie linguale intéressante avec le bloc des glandes salivaires, comme on en a discuté. Et c'est un bloc donc plus distal. Il y a un vrai risque pour le chirurgien de lésions nerveuses et de ponction de l'artère qui accompagne le nerf alvéolaire inférieur. Juste un petit détail, pas oublier qu'il y a le nerf facial qui se balade dans cette zone et que quand voilà, on conduit des approches, pardon, excuse-moi, des approches des blocs notamment maxillaires, euh, voilà, si on se met en infrazygomatique, on a des risques de venir ponctionner le nerf facial en fait. Et nous, on a dans le service, c'est du vécu, eu une paralysie faciale, on va dire iatrogène, qui est temporaire bien sûr, parce que voilà, le collègue il avait abordé cette zone. Donc un petit rappel et voilà pourquoi on préfère nous dans l'équipe la voie suprazygomatique pour le bloc maxillaire pour éviter de piquer dans cette ponction, dans cette zone, excusez-moi, avec la parotide justement qui est juste au-dessous, hein. Et voilà, on va. Merci Marion, c'était richement documenté, très très clair, précis sur ce territoire anatomique. Alors, avant de te lancer sur la démo, il y a 5 points importants, je pense. Un, il faut se réapproprier l'anatomie, la première chose quand on repart, parce qu'on part sur un territoire un peu comme le rachis où on va redécouvrir pas mal de choses. Et la structure ostéocartilagineuse est très très fine, les endroits sont petits, précis. Et ça nécessite déjà de reprendre un petit peu les choses. Et ça, c'est fondamental, comme tout geste avant la LR, quand on se lance quelque part. Deuxième chose, on est sur une structure avec des territoires de recouvrement. Donc, tu fais des blocs 5-2, 5-3. Tu ne peux pas faire qu'un 5-3 ou un 5-2, un 5-3, en particulier en orthostatique. Et c'est bien évidemment bilatéral. Oui, tout à fait. On est d'accord? Et ça va être. Après, bien sûr, si on veut faire une chirurgie d'ostéotomie mandibulaire, on va faire que le bloc mandibulaire. Voilà. Si on a une ostéotomie maxillaire, on va faire que le bloc maxillaire ou la feinte. Il n'y a pas d'intérêt à aller faire le bloc mandibulaire. Nos chirurgies d'ostéotomie bimaxillaire, hein, maxillo-mandibulaire, bien sûr, on fait la combinaison des 4 blocs pour le coup, Voilà. bien sûr. Et ça nous arrive de faire unilatéral si on a voilà, si on peut avoir une ablation de matériel douloureux ou des choses comme ça, que d'un côté, ça nous arrive aussi. Très bien. Ça, encore une fois, c'est la communication et le type d'intervention. Troisième point, on peut faire ce geste endormi, tu l'as dit. Tout à fait. Parce que le confort est important à signaler et on est dans des structures, à partir du moment où la visualisation est bonne, même si on est dans la diffusion, une fois qu'on a identifié les éléments vasculaires en particulier, parce que c'est richement vascularisé. Oui. Et on est dans un territoire avec des volumes. Alors, les volumes sont relativement petits. Tu peux nous parler un petit peu des volumes ou des doses que tu vas proposer Alors nous, de manière, alors voilà, il faudra des études supplémentaires pour donner une vraie réponse à ça. En pratique, par exemple, une ostéotomie bimaxillaire, alors nous, on va faire des 5 millilitres par bloc, donc ça fait au total 20 millilitres de 4,75, ou on peut même faire 2 mg par millilitre. De longue durée. Voilà, naropéine, tout à fait. Très bien. Voilà, c'est un exemple, il faut avoir un peu des informations, ces choses-là, pour des choses claires. Et on le fait avant l'incision, si possible. Tout à fait.
On est OK. Parce qu'on a une anesthésie générale particulièrement confortable Voilà. sous ALR, tout à fait, le parallèle avec la chirurgie orthopédique. Il y a même eu des études, je crois, qui ont montré qu'il y avait une réduction du saignement périopératoire avec des Oui. ALR positionnés avant l'incision, des ALR bien Nous, réalisés. pour l'instant, sur l'étude qu'on avait faite, après, on avait peu de patients, ça sortait pas. On a l'impression, en tout cas, on a pu rassurer les chirurgiens, ça n'augmente pas le saignement, ça c'est Voilà, sûr. très important. Par contre, pour l'instant, on a probablement plus d'études pour dire s'il y a vraiment une influence sur le saignement, mais on aurait pu croire avec la Très bien. vasoréactivité de la zone. Et s'il y a un traitement anticoagulant préalable, tu interromps 48 Oui, heures bien avant. sûr. Après, on a la chance Avant. d'avoir des Voilà. patients qui ont entre 15 et 20 Voilà, ans. c'est Ouais. un autre monde, bien Voilà, c'est évidemment. ça. On est d'accord. Mais bien sûr, oui. Parfait, merci Marion. Donc deuxième temps de cet exposé, on va aborder l'application pratique avec notre mannequin. Marion, je vais donc te laisser nous montrer pour une approche du 5-2 comment tu te positionnes, le choix de ta sonde et l'injection. Allez. Donc, en général, on va se mettre à la tête du patient, donc qui est installé en chirurgie maxillofaciale sur une tétière. On va prendre une sonde linéaire, ce qui est le plus simple. Donc, n'importe laquelle vous avez dans votre bloc, ça fera l'affaire. Et avec une profondeur à peu près à 2-3. Hop. Ensuite, donc, on va repérer l'arcade zygomatique, qui est très facilement palpable sur le relief de la joue. Et on a d'emblée les reliefs osseux qui sont visualisés avec l'os maxillaire en avant et en arrière, ce relief qui est donc soit le processus coronoïde, soit une section de la branche montante de la mandibule. Et donc entre les deux, on voit la fosse infratemporale et au fond de laquelle on trouvera la fosse ptérygo-palatine. Et au-dessus, on voit bien donc, le muscle masséter en plusieurs couches, qui est un peu hypoécogène, et au-dessus, la graisse de la joue. On peut peut-être montrer sur l'équivalence sur notre crâne. Nous avons un compagnon. Voilà, donc c'est d'abord, on va venir poser la sonde, comme on avait dit, sous l'arcade zygomatique. On va conduire une ponction d'abord à 90 degrés des repères cutanés et ensuite se diriger sous l'arcade zygomatique et venir. En général, on va avoir en contact aussi contre l'os maxillaire, qu'on verra sur un petit test. On injecte 0,1 ml, on verra la diffusion. Et on va pouvoir se réorienter. Donc, des fois, il y a des nécessités de réorienter pour aller en profondeur de la fosse. Donc, on va retirer l'aiguille et se remettre plus en profondeur en verticalisant l'aiguille. Donc le contact osseux, c'est quelque chose que tu recherches délibérément. Oui, parce qu'en fait, on est très superficiel. Donc l'artère, comme on avait dit, l'artère maxillaire, elle est plutôt en profondeur. Donc moi, on va avoir plutôt quelque chose de tangentiel par rapport aux os du temporal au départ pour avoir ce contact contre l'os maxillaire, faire un petit repérage avec une petite 0,1 ml d'injection d'anesthésique locale. On voit où on se situe, puisqu'on n'aura pas on voit jamais le bout de l'aiguille. Et en fonction d'où ça commence à diffuser, on va pouvoir se réorienter s'il y a besoin. On va peut-être le remettre sur notre mannequin. Et donc l'objectif pour nous, ça va être d'aller. Donc on est venu vers l'os maxillaire, et on va aller alors, maxillaire, à gauche, tout à fait. Et on veut injecter en profondeur de la sonde, là où on voit, exactement. Donc, il nous faut une diffusion qui aille dans ce sens. Donc, en général, comme on a dit tout à l'heure, 5 ml, on voit vraiment la diffusion qui se fait en profondeur de la sonde, de la fosse, et qui va soulever les structures, donc avec les muscles qui remontent vers la surface et le contenu de la fosse infratemporale. Très bien. Donc, pour ça, d'abord, souvent une aiguille chez un adulte, une aiguille de 50, une aiguille adaptée. Tout à fait. 50 mm, c'est tout à fait suffisant. En pédiatrie, on peut utiliser des 35 mm. Très bien. Parfait. Voilà. Deuxième approche. Donc, deuxième approche, le 5-3, avec l'approche que tu as décrite. Le nerf mandibulaire. Donc, pour le coup, on est toujours sur l'arcade zygomatique, toujours la même installation. La différence, vous voyez, notre mannequin, elle le fait super bien. C'est qu'il faudra, donc nous, sous anesthésie générale, on va mettre une canule de Guedel ou un bio avec des compresses. Pour bien ouvrir la bouche. Et donc, vous voyez, bouche ouverte. Elle nous montre donc le processus coronoïde en avant, ensuite, on a donc ce plan qui est oblique en dedans, en avant, qui est donc le fascia dans lequel chemine l'artère maxillaire et le nerf mandibulaire. Et ensuite, en arrière, tout en haut, vous avez le condyle de l'articulation temporomandibulaire. Tout à fait, avec le cartilage. Donc, ensuite, tout en profondeur de cet espace excusez-moi. Donc là, on est dans l'échancrure de la mandibule. On a le muscle ptérygoïdien latéral, tout au fond. Et là, au fond. Voilà. Et au-dessus, en superficie, le muscle masséter.
Et donc, nous, l'objectif, c'est de venir avec l'aiguille en avant du muscle ptérygoïdien latéral, en avant de l'artère maxillaire. L'artère que tu Que, identifies tout à fait, que là, on voyait battre. bien On la battre. voyait Voilà, vous la pulser. voyez. On peut faire un petit repérage Doppler, tout à fait, ça devrait marcher. Alors, ça arrive que voilà, ça ne fonctionne pas forcément les Dopplers, mais vraiment, sur cette structure, elle est très facile à visualiser. Ça fait voilà, une structure battante. En général, là, on la voit battre. J'espère que ça passe à la caméra. Mais Ici. voilà. Et donc, il faut éviter, bien sûr. Donc, moi, je me place au centre de la sonde pour les petits tips. Si votre échographe est muni d'un repérage du centre de la sonde, que je mets sur l'artère maxillaire, puis j'en lance hop, 2 mm. Et comme ça, j'ai au niveau de mon repère du milieu de la sonde, je sais que je vais pouvoir ponctionner et aller directement dans cette zone. Donc, c'est un abord hors plan, comme on a dit, avec une aiguille donc, de 50 mm. Donc, voilà, on peut voir l'équivalent. Donc, on va mettre la sonde sous l'arcade zygomatique. Alors, on va ouvrir la bouche du patient et voir, voilà, vous voyez bien comment ça ouvre l'espace. Et on va venir donc conduire cette ponction hors du plan en ayant bien repéré voilà, le centre de la sonde. Et on va avancer tout doucement l'aiguille, sachant que là, on verra le bout de l'aiguille. Et donc, on peut vraiment faire c'est vraiment un bloc là sur lequel on a de la précision et on voit vraiment où on injecte. Et donc, on aura cette diffusion dans l'espace ptérygoïdien mandibulaire avec, on voit qu'il va bien se gorger d'anesthésie locale. Et pareil, 5 millilitres sont largement suffisants, probablement. Si on conduisait des études comparatives, on pourrait réduire ces volumes. L'analgésie sur 24 heures, on est quelque chose de tout à fait remarquable. Ouais, en général, c'est largement suffisant. Tout on n'est à pas fait. morphinique aussi opératoire, probablement aussi. Alors, pour l'instant, ça ne sort pas en opératoire parce que je pense qu'on a des protocoles d'analgésie opératoire qui sont tous très bien faits avec de la kétamine. Et donc, voilà, ça lisse un peu la différence, sachant qu'aussi, il faut se rappeler que quand le chirurgien aborde la zone maxillaire, notre bloc maxillaire, il n'est pas complet sur les fosses nasales. Il y a une partie des fosses nasales qui ne dort pas. Et donc, quand le chirurgien abaisse l'os maxillaire, il y a quand même une partie d'analgésie qui n'est pas couverte par le bloc maxillaire. Donc, c'est peut-être là aussi qu'on ne peut pas faire la différence entre un groupe qui a de l'ALR ou pas d'ALR. Dernier point, si tu as une ponction vasculaire. Alors, il ne faut pas avoir de ponction vasculaire parce que c'est des structures profondes. Après, il faut le signaler au chirurgien, mais on ne pourra pas conduire de compression. Voilà, donc c'est le chirurgien qui, de toute façon, va aborder la zone. Voilà. Donc, sur le bloc maxillaire, je répète vraiment la technique supra-zygomatique où ça n'arrive pas, en fait. Donc, il ne peut pas avoir... C'est la plus safe, donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Et c'est celle-là où, en effet, ça serait problématique qu'il y ait une ponction. Au niveau de la mandibule, ça peut arriver. Les gens qui font de la neurostime sur le bloc mandibulaire, ça peut leur arriver. Y a pas de... Ça a été décrit en neurostimulation depuis. Il n'y a pas de grande difficulté. Merci Marion pour cette présentation théorique et pratique. On va aborder le deuxième territoire important, même si les recouvrements sont importants, et on a bien vu à parler avec l'échographie pour l'ophtalmologie, et en particulier sur le territoire du 5-1. Deuxième versant de cette présentation live démo ALR pour la face, donc le docteur Mehdi Kacha, donc l'Institut ophtalmique de Somain, mais qui travaille aussi en douleur chronique dans notre établissement, je crois, va aborder en fait le deuxième territoire, enfin le dernier territoire de ce live démo, le 5.1 en particulier dans la chirurgie ophtalmologique. Quand on parle d'ophtalmologie, c'est un sens très large, puisqu'on a du segment antérieur, segment postérieur, des téguments, et tous ces éléments-là aussi font l'objet d'une analyse cytocorginale qui peut être ciblée grâce à l'échographie avant l'incision. Et là encore, des données sont déjà très anciennes. Mehdi va faire le tour un petit peu d'abord théorique et ensuite on passera effectivement sur une démonstration sur notre mannequin. Mehdi, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Merci au comité scientifique de l'ASFAR de m'avoir invité pour faire ce topo sur l'anesthésie en ophtalmologie. Donc on va faire un topo assez technique puisqu'on va aborder les différents points d'abord et l'apport de l'échographie pour pouvoir réaliser les blocs en ophtalmologie. Donc moi, je travaille dans le nord de la France, à l'Institut ophtalmique de Somain, qui est un établissement exclusivement où on fait de l'ophtalmologie. Et ensuite, je travaille sur une activité de douleurs chroniques dans d'autres établissements. Donc, les conflits d'intérêts en lien avec la présentation, j'ai des conflits d'intérêts avec General Electric, c'est pour Gamida, pour lequel j'organise parfois des formations sur la thématique de l'anesthésie loco-régionale en ophtalmologie. L'anesthésie loco-régionale en ophtalmologie, elle est très utile
aujourd'hui encore pour le segment postérieur. Il y a encore des centres où on utilise l'anesthésie loco-régionale pour le segment antérieur. Aujourd'hui, nous allons reparler surtout des différentes techniques et de son historique qui a été mis en place par Lucie Bellac il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, encore peu de centres pratiquent l'échographie ou se le sont vraiment appropriés du fait soit de méconnaissance, soit de pratiquer moins d'ALR en ophtalmologie ou parfois parce que l'ALR est réalisée par des chirurgiens. Donc effectivement, on essaye de faire un petit peu le tour de ce problème. Donc un petit peu de rappel anatomique toujours quand on parle d'anesthésie loco-régionale. Donc l'œil et la cavité orbitaire est une pyramide orientée vers le dehors et vers l'avant. On voit ici des coupes scanographiques avec l'œil et la cavité orbitaire, le nerf optique et ici des muscles qu'on voit parfaitement et la paroi de l'orbite qui est hyper échogène. Donc l'œil est divisé anatomiquement en deux parties. Nous avons la partie antérieure avec la chambre antérieure et la partie postérieure. La frontière qui est donc entre la partie antérieure et la partie postérieure est représentée par le cristallin avec les zonules. En avant, nous avons la cornée avec l'iris qui est la partie qui tapisse le cristallin. En arrière, nous avons la cavité vitréenne qui est essentiellement remplie d'eau. Et en postérieur, nous avons la rétine avec la membrane vasculaire qui est la choroïde. Tout cela est tapissé par la sclère. La sclère, c'est le blanc de l'œil, pour être familier, et qui va donc être cette partie que nous allons donc aborder quand on fait des anesthésies, et qui nous permet donc de faire également des anesthésies épisclérales, parfois quand on fait des anesthésies tout autour de l'œil, avec... voilà. Encore une coupe anatomique ici où on voit donc l'œil avec le nerf optique et donc cette communication directe entre l'œil et le cerveau. C'est une membrane qui est très, très épaisse avec le nerf optique qui est donc entouré d'une gaine de myéline. Autour de cela, nous avons l'artère ophtalmique qui vient littéralement enserrer le nerf optique. On voit ici en haut à droite. Et ensuite, nous avons des muscles avec les muscles droit supérieur, droit inférieur, le muscle... les muscles latéraux, pardon, excusez-moi avec le pointeur. Et autour de cela, nous avons des nerfs sensitifs, des nerfs oculomoteurs. Et nous avons également le ganglion ciliaire qui est en arrière de la cavité orbitaire et qui va donc, lui, distribuer des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. Un peu plus pratique maintenant, les différents points de ponction que nous pouvons réaliser quand nous faisons des anesthésies de l'œil. Excusez-moi. Nous avons donc le point de ponction qui est décrit habituellement, qui est le point de ponction au niveau du tiers externe, deux tiers interne. Nous avons le point de ponction caronculaire qui est ici représenté en 9. Nous avons ici en 10 le point de ponction au niveau du canthus, au niveau du repli semi-lunaire pour les anesthésies sous-ténoniennes. Le point de ponction numéro 4 était représenté par l'injection supéro-interne, qui est une injection qui est de moins en moins réalisée, car elle pouvait éventuellement donner des diplopies liées à la poulie musculaire entre le muscle droit interne et le droit supérieur. Et nous voyons ici, à droite de l'écran, les différentes ponctions avec en vert des ponctions qui sont réalisées, qui sont plutôt des ponctions extraconiques, des ponctions qu'on peut caractériser de péribulbaires, et en bleu, des ponctions qui sont plutôt réalisées en intraconiques, donc qui sont des ponctions qui sont appelées péribulbaires liées à la nomenclature historique, mais qui sont parfois rétrobulbaires, liées à des réorientations de l'aiguille et parfois à la diffusion du produit. On voit également ici en haut à gauche que la cavité orbitaire est pleine de petites septa interlobulaires et de lobules graisseux qui font qu'à l'époque où nous faisions des injections à l'aveugle et que nous disposions de la hyaluronidase, celle-ci permettait d'avoir une diffusion du produit anesthésiant littéralement via des mécanismes de diffusion en interagissant avec les lobules graisseux. Donc ici, on voit les techniques d'injection péribulbaire
avec donc des injections qui sont strictement extra-coniques, avec 2 points de ponction qui sont caractérisés. Le point de ponction tiers externe de tiers interne, où nous allons injecter tout droit sans redirection de l'aiguille, et le point de ponction qu'on appelle au niveau caronculaire, qu'on voit en bas à droite, qui lui permet d'avoir une injection qui est plutôt dans le cadran interne. Donc on les voit au niveau dans le diapo en haut à droite, c'est sur le segment vert que nous allons caractériser et positionner les injections. Ici, des injections qui sont des injections dites rétrobulbaires, qui ne sont pas des injections recommandées, mais qui ont été enseignées comme étant, je pense, des injections péribulbaires avec des injections qui sont réalisées au tiers externe de tiers interne. Et nous avons donc une redirection de l'aiguille en dedans qui permet en fait de se positionner in fine à l'intérieur du cône. Donc on voit ici une injection avec un point d'entrée qui est très externe et qui permet donc de se rediriger vers l'intérieur. Quand on fait les études anatomiques et des injections de bleu de méthylène qui sont réalisées sur cadavre, on voit que pour avoir la même diffusion entre une injection péribulbaire et une injection rétrobulbaire, il faut avoir un volume plus conséquent. Ici, l'injection soténonienne au canthus interne qui était décrite par Jacques Ripart il y a maintenant quelques années, qui est donc une injection que moi, c'est celle que j'utilise au quotidien et pour laquelle j'ai développé l'échographie de façon plus spécifique. Il y a d'autres personnes qui utilisent, notamment Lucie Bellac, qui utilise l'injection plutôt au tiers externe de tiers interne, l'injection inférolatérale. Donc ici, on voit bien que l'aiguille va se positionner au niveau du repli semi-lunaire, au niveau du canthus interne. Ensuite, l'aiguille va attirer l'œil et en attirant l'œil, quand l'aiguille revient en position anatomique, on aura un ressaut qui signera donc la bonne position de l'injection. Ici, une petite vidéo qui permettra de préciser un peu plus les choses. Donc on met un écarteur pour volontairement mettre en tension les structures. On voit bien que l'aiguille attire l'œil et ensuite la progression de l'aiguille permet d'avoir un retour de l'œil en position anatomique. Et là, on va utiliser l'échographie pour préciser notre injection et savoir où nous sommes exactement. Ici, pour être dans la similitude entre une injection sous-ténonienne réalisée à l'aiguille et une injection sous-ténonienne réalisée par le chirurgien, c'est le même principe. On va donc avoir une dissection de la conjonctive avec une pince et des ciseaux. Il existe également un petit pointeur en bas qui est bleu avec une petite pointe tranchante qui n'est pas référencée en France. Elle est surtout utilisée par des équipes anglo-saxonnes et notamment un collègue qui travaille en Suisse. Et donc qui permet d'avoir des injections qui font des petites mouchetures au niveau de la conjonctive qui sont très fines pour ensuite pouvoir réaliser l'injection au niveau de la capsule de tenon dans le pôle postérieur de l'œil. Cette anesthésie est plutôt sensitive car on va toucher les branches terminales du ganglion ciliaire. On aura moins d'anesthésie oculomotrice puisque les nerfs sont plutôt positionnés au niveau de la graisse intraconique. Par contre, il y a quand même des papiers qui montrent qu'on peut avoir des blocs moteurs avec des injections à très haut volume. Donc l'anesthésie loco-régionale en ophtalmologie a été réalisée par notre amie Lucie Bellac il y a une bonne dizaine d'années. Donc en fait, l'idée de l'anesthésie loco-régionale permet d'avoir une anesthésie plus efficace, avec moins de complications, moins d'échecs. On essaie d'éviter les pièges, entre guillemets, ici, ce sont les vaisseaux, le nerf optique et les staphylomes. Normalement, l'échographie permet de guider la ponction, ce qui est moins facile avec l'ophtalmologie, on va voir après. On a moins de volume, a priori, qu'on pourra injecter pour avoir une anesthésie plus efficace. Et on espère que ce sera une anesthésie reproductible et simple à enseigner. Donc effectivement, la première des choses pour pouvoir réaliser une anesthésie en ophtalmologie, c'est d'avoir un réglage de l'échographe adapté avec un index thermique et un index mécanique qui seront recommandés dans les pays anglo-saxons avec des valeurs qui sont inférieures à 0,2. Donc on aura plusieurs screenings anatomiques et plusieurs coupes de référence. La première coupe de référence est une coupe horizontale où nous allons donc positionner la sonde horizontalement sur l'œil. Et on aura également une coupe verticale, nous le verrons quand nous ferons la sono-anatomie. Donc l'idée, c'est de regarder, entre guillemets, l'ambiance avec des éventuelles contre-indications.
On regarde si on a un staphylum. Les petits yeux, entre guillemets, sont aussi importants sur des chirurgies glaucomateuses ou sur des patients glaucomateux. On peut également visualiser le nerf optique, la rétine, avec parfois des décollements de rétine qu'on peut bien visualiser. Et on regarde également la paroi orbitaire et la paroi musculaire. Donc effectivement, sur la diapositive là, on voit donc l'œil qui est ce globe au centre hypo-échogène, avec la macula qui, elle, est un liseré membranaire hyper-échogène postérieur qui nous permet de faire les mesures de longueur axiale. On voit en arrière le nerf optique. On voit ensuite les muscles qui sont hypoéchogènes, la paroi de l'orbite qui, elle, est hyper-échogène, et nous voyons la graisse orbitaire intraconique qui vient entourer le nerf optique. Ici, une vision d'un staphylum, quand on mesure la longueur axiale, c'est un allongement de l'œil dans son pôle postérieur. On peut avoir des staphylums latéraux et de ce fait, ça peut éventuellement contre-indiquer les ponctions. On décrit lors des techniques à l'aveugle des contre-indications de l'ordre de 25 mm. Au-dessus de 25 mm, ce n'est pas conseillé de faire des injections. Aujourd'hui, avec l'échographie, on n'a pas vraiment fait évoluer les recommandations, mais on pourrait se poser la question éventuellement d'élargir un petit peu. Donc ici, on voit d'autres images de staphylum avec des déformations au niveau de l'œil. Voilà. On voit ici, là, notamment en bas, une belle image. Voilà. Et là, ça donne moins envie d'aller effectivement piquer parce qu'on a un risque de perforation très important. Ici, on voit un décollement de rétine avec la paroi vraiment de la rétine, du pôle postérieur de la rétine qui est décollée avec des images un petit peu en serpent qui sont donc dans l'œil et qui se baladent un petit peu, qui sont assez caractéristiques. Les vaisseaux, on peut les voir. On peut chercher éventuellement en Doppler énergie l'artère ophtalmique. On arrivera à voir ici le vaisseau. Ce n'est pas toujours si évident que ça à voir. Parce que le problème de l'échographie en ophtalmologie, on utilise deux types de sondes. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'avais parlé des réglages, mais on a une sonde microconvexe qu'on utilise également en pédiatrie et une sonde haute fréquence en barrette, la clope de golf en 8-18. Quand on utilise la sonde microconvexe, on a une sonde qui est donc ronde sur un œil qui est donc rond. Ça fait un petit peu comme deux interactions de boules de billard. C'est pas si évident que ça de bien préciser les images. On va le voir juste après. Donc l'éco-guidage, est-ce que c'est possible? La première ponction, moi j'ai tendance à ponctionner l'œil et ensuite, dès que j'ai mis mon aiguille, de repositionner ma sonde pour pouvoir me réorienter. Et donc on va pouvoir éventuellement diviser des cibles, évaluer la diffusion et voir également la navigation de notre aiguille. Donc maintenant, un petit rappel de nomenclature sur les différents compartiments de l'œil et sur ce qu'on fait quand on fait de l'échographie. C'est ce que j'ai découvert en m'appropriant l'échographie pour faire de l'ophtalmologie. C'est que quand on est centré sur l'œil et que nous avons une image avec l'œil et le nerf optique et notre coupe de référence, si on fait une injection péribulbaire, par définition, on ne verra pas le produit diffusé dans le cône et on n'aura pas de diffusion échographique. On aura une diffusion clinique puisqu'on verra une protrusion littéralement de la paupière inférieure et aussi parfois de la paupière supérieure en fonction des volumes administrés. Quand on fait une injection sous-ténonienne, nous aurons une injection strictement circonscrite au niveau du pôle postérieur de l'œil et un déplissement littéral de l'œil, on le verra juste après, qui donc va signer l'injection de sous-ténonienne, qui est donc littéralement une injection entre le pneu et la jante. Et ensuite, l'injection bleue qu'on voit en haut à droite, qui, elle, est une injection intraconique, qui, elle, va diffuser dans la graisse au niveau des nerfs oculomoteurs et au niveau du ganglion ciliaire. Et donc, ce sera cette fameuse anesthésie qui permettra d'avoir une akinésie et une injection intraconique, avec une anesthésie des nerfs sensitifs et des nerfs oculomoteurs pour la chirurgie. Donc au niveau des cibles, on utilise des aiguilles de 30 mm en référencement avec Gamida et on utilise des aiguilles historiquement rétrobulbaires de 35 mm. Ce sont les aiguilles orange Moria qui ont une pointe qu'on appelle d'Atkinson qui est non contendante. Et donc on va avoir des cibles assez superficielles. On ne va jamais aller vraiment vers le pôle postérieur de l'orbite. On va toujours rester dans la zone verte qui est vraiment notre zone de sécurité. Donc la belle diffusion, ce sera une diffusion qui sera bilatérale, centrée sur le nerf optique, avec le liquide anesthésiant qui va donc se mettre tout autour du nerf optique. On voit ici une image de diffusion de produit avec une injection en temps réel.
où on voit bien le produit de part et d'autre du nerf optique. Ici, on reprécise une fois de plus l'injection au canthus interne avec donc ce repli semi-linéaire, ces structures qui sont mises en tension avec une verticalisation de l'aiguille et qui permettent vraiment d'attirer l'œil et un œil qui va revenir en place de façon très, très facile avec des ressauts qui sont sortis. Alors le premier ressaut pour moi nous permet d'aller littéralement dans l'espace sous-ténonien, donc ce que je disais, le pneu et la jante. Et quand nous avons un deuxième ressaut, nous sommes dans l'espace littéralement intraconique. Là, ici, je pense que nous avons une anesthésie avec une aiguille qui est vraiment positionnée juste en arrière de l'œil et une injection intraconique. Alors l'aiguille parfois peut faire un peu peur parce qu'elle est positionnée vraiment près de l'œil. Alors moi j'ai part d'un principe, c'est que plus je vais piquer près de l'œil, plus mon aiguille risque de s'en éloigner. Alors que si je pique très loin de l'œil avec des ponctions différentes, l'aiguille risque de s'en approcher. Ici on revoit une injection. Alors ici j'avais mis donc un écarteur et j'avais mis l'aiguille en navigation de A à Z. Et donc là, on voit une injection qui est strictement pour moi sous-ténonienne puisqu'elle est circonscrite vraiment au postérieur de l'œil. On voit vraiment que la graisse intraconique est refoulée en postérieur. Et donc, on a une injection qui sera bien circonscrite de part et d'autre et qui permettra de réaliser la chirurgie. Alors, si on veut avoir un bloc moteur, moi, j'avance en général un petit peu en passant vraiment ce deuxième petit ressaut qui permet vraiment d'avoir une injection qui sera plus dans la graisse et qui permettra vraiment d'avoir à tous les coups une anesthésie oculomotrice. Ici encore une image à gauche qui n'est pas très très jolie mais qui montre bien qu'il n'y a pas besoin d'aller titiller entre guillemets les structures nobles comme le nerf optique pour avoir une anesthésie qui sera satisfaisante avec une injection qui se fera des deux côtés. Ici, on avait réalisé une injection chez une myope forte, une dame qui avait fait un décollement de rétine sur un effort de poussée. Et donc, du coup, on avait réalisé une anesthésie péribulbaire pour cette patiente. Ici, on voit l'anesthésie, la diffusion de l'anesthésie sous-ténonienne à la canule réalisée par nos chirurgiens ou par ceux qui souhaitent le réaliser. Donc on voit vraiment, comme tout à l'heure on le voyait sur la diapositive d'avant, le refoulement de la graisse intraconique stricte et non pas une diffusion de l'anesthésie locale dans la graisse. Donc si on reprend l'anatomie, on voit toujours ces lobules graisseux quand on voit un œil coupé en tranches. Et si on voit en haut à droite une injection qui reste aussi circonscrite sans diffusion de part et d'autre, on peut considérer que ce sera difficile d'avoir un succès à tous les coups de notre anesthésie. De toute façon, on le voit cliniquement, on voit la protrusion de la paupière inférieure clinique et on ne voit pas de protrusion de la paupière supérieure. La meilleure, quand j'avais appris ces injections-là à l'aveugle, la meilleure façon quand même d'avoir une diffusion clinique, c'est l'optosis et c'est la protrusion de la paupière supérieure. Un petit rappel technique sur les aiguilles. Donc, pourquoi ces aiguilles-là sont intéressantes? Parce qu'elles ont des petits déflecteurs, des petits réflecteurs latéraux dans leur conception qui permettent en fait quand nous piquons à 45 degrés, comme quand nous réalisons des blocs à 45 degrés, type des blocs infraclaviculaires, des blocs paravertébraux, on verra mieux l'aiguille que si on utilise l'aiguille orange. Ici, donc, un corps flottant intravitréen avec de l'hyalopathie astéroïde. Ce sont parfois des images impressionnantes, mais qui ne sont pas pathologiques pour nous, mais ça remettra plutôt le patient dans son suivi. Donc, pour parler des volumes, si on fait du segment antérieur, on met des faibles volumes. Si on fait du segment postérieur, on utilisera des plus gros volumes. Personnellement, moi, j'utilise pour le segment antérieur, quand j'en ai besoin, des anesthésiques locaux de courte durée d'action, de la MEPI 2, ça suffit très bien. Et pour des chirurgies de longue durée d'action, j'utilise de la Ropi ou la Levobupy 5 mg par millilitre. Il n'y a pas besoin d'avoir des concentrations supérieures, notamment du 7,5, du 10. Alors peut-être que ça influe sur la durée d'analgésie ou sur la durée du bloc, mais pour la chirurgie, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir des concentrations plus importantes. Maintenant, petit laïus sur les branches terminales du nerf du 5, du nerf trigémaux, avec donc pour la chirurgie ophtalmologique, on peut utiliser les blocs du nerf supraorbitaire pour la chirurgie carcinologique, pour la chirurgie tégumentaire. Alors parfois, quand c'est de la chirurgie musculaire, les chirurgiens peuvent être un peu gênés par le ptosis lié à l'anesthésiant. Donc le nerf supraorbitaire, ici on voit bien, ce sont des petits nerfs qu'on prend à la sortie du foramen dans lequel on met des faibles volumes d'anesthésiques locaux
sinon il peut y avoir une ischémie nerveuse par compression. Et donc on peut utiliser ça avec l'échographie, ça se fait très facilement. Et aussi le nerf infraorbitaire qui peut avoir aussi des indications en post-chirurgie dentaire, pour des gens qui ont des douleurs neuropathiques au niveau des alvéoles, au niveau des dentaires, pour des gens qui ont des petits nerfs éventuellement touchés, et pour de la chirurgie tégumentaire ou carcinologique de la paupière chez des gens qui sont parfois une population très âgée. Et enfin, une chirurgie un peu de niche, pour lequel on utilise volontiers l'anesthésie générale, mais de temps en temps, on a des patients très fragiles, notamment préopérateurs de chirurgie cardiaque, pour lesquels nous allons réaliser des dacryocystorénostomies sous anesthésie loco-régionale, pour lesquels il est important de bloquer les voies lacrymales et notamment le nerf supratrochléaire, dans lesquels nous allons donc réaliser des injections, là vraiment supérieures et internes, en rasant, entre guillemets, un petit peu l'os. Cette injection-là est réalisée à l'aveugle et elle permet d'avoir une anesthésie des voies lacrymales. On fait également un méchage à la xylocaïne nafazolinée pour avoir un méchage satisfaisant une anesthésie des fosses nasales satisfaisante. Et aussi, on fait aussi également les blocs supraorbitaires et infraorbitaires qui peuvent éventuellement compléter pour les nerfs les nerfs nasal externes et nasal internes. Voilà, je vous remercie. Et nous allons donc passer à la démonstration. Mais tu m'as. C'est parfait, Mehdi, c'est parfait, il fait tout, c'est parfait. Merci, Mehdi, pour cette excellente revue théorique. On va passer donc à la démonstration sur notre mannequin. Bien, donc nous allons passer à l'application. Après ton exposé très riche, richement documenté, Mehdi. Donc, on va d'abord faire 2 temps. 1 sur la chirurgie ophtalmo, 2 sur le bloc du 5-1, comme ça a été exactement dans la lignée de ta présentation. Donc, premier élément, pour de la chirurgie ophtalmologique, tu utilises quelle sonde et quel réglage tu vas proposer avant d'attaquer? Alors, j'utilise soit la sonde microconvexe, soit la sonde à haute fréquence en 8-18. On va tester les 2 sondes, comme ça nous aurons vraiment un point de vue différent. Sachant que la sonde microconvexe offre l'avantage d'un plus grand champ en termes de visualisation. La sonde en club de golf permettra une pixelisation plus fine en termes de résolution, mais elle leur offrira un moins grand champ. Donc les 2 sondes sont valables. Après, c'est une histoire d'habitude. Voilà. Donc on voit les 2 sondes effectivement. Et la première des choses, c'est le réglage de l'échographe, où nous souhaitons avoir un index thermique et un index mécanique inférieur à 0,2. Il existe des programmes spécifiques ophtalmologie que les constructeurs peuvent tout à fait vous proposer et qui permettent d'avoir une sécurité dans le travail sans avoir à revérifier à chaque fois, parce que les ultrasons peuvent chauffer, entre guillemets, la rétine. Donc nous allons poser la sonde dans notre coupe de référence qui est la coupe horizontale. Alors, je vais juste préciser la macula. On devine. Ouais, c'est bon, on peut geler. Voilà, donc on va faire un petit retour en arrière pour vraiment chercher la macula. Comme c'est de la démonstration, on passe très peu de temps sur l'œil du patient. Donc on va ici utiliser le pointeur pour pouvoir faire une mesure de la longueur axiale, qui est donc ici à peu près à 22 ou 23 mm. En général, le chirurgien, pour du segment antérieur, vient avec sa biométrie. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Et si on trace une ligne au niveau du pôle postérieur de l'œil jusqu'à notre graduation, on voit à peu près, avec l'habitude, si jamais il y a quelque chose qui peut nous déranger en termes de structure. Donc on voit ici bien le nerf optique qui se positionne ici. Nous voyons bien ici là-bas une bande hypoéchogène musculaire, la paroi de l'orbite qui est hyperéchogène, et on voit la graisse intraorbitaire qui vient se dessiner et entourer le nerf optique. On peut dégeler et éventuellement utiliser la deuxième coupe de référence. Donc j'ai volontairement diminué la puissance des ultrasons le plus possible, ce qui fait que l'image peut être d'une qualité un peu plus médiocre. Voilà, donc ici on voit bien, pareil, la même chose, on va juste préciser la macula, et après on va pouvoir geler, on peut y aller. Voilà. Donc on fait un petit retour en arrière pour préciser la macula, qui est vraiment au pôle postérieur de l'œil, et qui est cette bande hyperéchogène, entre guillemets, et qui nous permet de repréciser la longueur axiale dans les 2 plans, pour voir vraiment si on ne s'est pas trompé. Et donc effectivement ici, nous tombons ici à peu près à 22, ce qui était à peu près le cas tout à l'heure. Donc là, on voit bien sur la coupe de référence, une fois de plus, l'œil,
le nerf optique, la graisse intraorbitaire, les bandes musculaires hypoéchogènes, ainsi que la paroi orbitaire qui, elle, est hyperéchogène. Voilà, donc on peut maintenant passer... Est-ce que éventuellement, on va mettre l'orientation de l'aiguille, éventuellement, juste pour monter l'orientation de l'aiguille. Je te propose Alors- l'aiguille sans piquer notre jeune mannequin, bien évidemment. Et après, je te montre avec le crâne, éventuellement. D'accord? Ce que je propose, moi, en général, quand je ponctionne, donc je pose ma sonde, je vais soit écarter l'œil manuellement, soit avec un écarteur à usage unique d'ophtalmologie. L'aiguille est positionnée au niveau du canthus interne, et une fois que l'aiguille sera en place, j'aurai donc ma sonde qui sera plutôt par ici, et qui permettra en fait de repérer le plus possible mon aiguille. Grosso modo, j'essaie d'avoir la sonde et l'aiguille le plus possible parallèles pour pouvoir préciser le plus possible le corps de l'aiguille, même si j'utilise des aiguilles hyperéchogènes. Voilà. Éventuellement. Donc sur un crâne, on verra bien ici la ponction qui se fera ici dans l'angle interne. Donc la position par contre du patient est fondamentale. Avoir vraiment une bonne horizontalité pour ne pas perturber par un éventuel angle à quelques degrés près les rapports anatomiques et notre plan de clivage entre le récessus conjonctival et la sclère. Pour ensuite positionner l'aiguille de façon verticale qui va avancer. Alors, il n'y a pas besoin d'avancer beaucoup l'aiguille avec des aiguilles positionnées à 1,5 cm, entre 1 et 1,5 cm, on peut réaliser notre anesthésie parfaitement. Il n'y a jamais besoin d'aller jusqu'au bout. L'échographie m'a appris aussi ça, c'est que ça ne servait à rien d'enfoncer l'aiguille jusqu'au bout. On utilisait à l'époque des aiguilles de 35 mm, ce qui est quand même des aiguilles assez longues. Mais si on utilise des abords caronculaires ou au canthus interne, on n'est pas obligé d'utiliser tout le corps de l'aiguille. Dans la partie inférieure de l'œil, si jamais nous nous utilisons la ponction inférolatérale, là on aura besoin de plus avancer que l'aiguille et donc d'utiliser plus la longueur de l'aiguille. Deuxième partie, éventuellement, donc on va partir sur le 5-1. Ouais. Je vais remontrer peut-être en ophtalmologie ce qu'on peut refaire. Donc là, on a effectivement la profondeur qui n'est pas à 4 cm, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aime bien on positionne classiquement la profondeur à 4 cm. Nous allons régler la puissance de notre échographe. Donc ici, c'est un échographe tactile. On diminue la puissance de sortie de nos ultrasons. Voilà. Ici, c'est parfait. Et donc, nous aurons une image, une fois de plus. On peut geler. Que je trouve plus agréable en termes d'ergonomie, en termes de visualisation, qui est moins grand champ qu'une image en micro-convexe, mais qui permet quand même d'avoir quelque chose d'assez précis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, c'est vrai. En fait, ça rejoint un peu les textbooks. En fait, tu vois ce que je disais tout à l'heure, l'autre t'affine. Pour l'injection, c'est vrai que peut-être que la sonde micro-convexe a cette espèce d'avantage, peut-être, mais là, on a une visualisation qui ressemble plus à ce qu'on apprend et ce qu'on voit et ce qu'on imagine être un œil. Oui. D'accord? De par ça, avec le cadre. Mais on retrouve effectivement les éléments que tu as suggérés tout à l'heure, que tu as montré avec le nerf optique. Donc ici, on a la macula qui est vraiment bien visible ici. Ouais. Le petit repli hyperéchogène. C'est ça, qui est le petit repli hyperéchogène qui se trouve juste ici. Hop. On va refaire une petite mesure pour s'amuser un peu. On tombe encore sur 22 mm. Donc on est bon. Maintenant, on va regarder donc, le 5.1 et le 5.2, mais plutôt le 5.2 dans sa version terminale, à savoir le nerf infraorbitaire. Donc au niveau du nerf supraorbitaire, nous allons donc positionner la sonde ici, au niveau de la paupière, je me permets. Tu veux peut-être un peu moins de profondeur? Oui, on va mettre moins de profondeur. On va mettre 1 cm. Ce sont des nerfs qui sont très superficiels. 1 cm. Voilà, ça c'est bien. Donc on va rechercher ce qu'on appelle la rupture de la table osseuse. Donc on la sent, hein, cette rupture, quand on sent... La table osseuse est là. La table osseuse est là, voilà, c'est ça. Voilà. On la sent, cette rupture de la table osseuse, avec un... Voilà. Là, ici. Et on recherche un petit décroché, qu'on va essayer de centrer sur l'écran. Voilà. Et ça, c'est le petit foramen supraorbitaire qui nous permettra de réaliser une anesthésie du nerf supraorbitaire. Là, on peut réaugmenter, c'est la puissance de l'échographe, si tu veux, Christophe. Ouais. Puissance. Voilà, tu étais dessus. On peut y aller.
Donc on aura une meilleure définition, une meilleure On résolution. retrouve la table et Voilà. l'écran crevé. Et là, le petit décroché, hop, Il est couché. qu'on voit pas si mal que ça. On est obligé ici, quand on veut trouver le petit décroché, c'est faire de ce qu'on appelle de l'anisotropie. Des petits décalages en faisant en béquillant un petit peu la sonde de façon circulaire, entre guillemets. Voilà. Parfait. Donc ce type de bloc anesthésique et analgésique, là, ce que tu fais là. Ça, c'est un bloc anesthésique analgésique. Anesthésique. effectivement. Voilà pour la partie du front, etc. La partie tégumentaire. Et Et on peut l'utiliser aussi en neurochirurgie. Alors, il y a moult blocs à faire en neurochirurgie pour bloquer tout le crâne, mais il en Ouais. fait partie. Tu as évoqué tout à l'heure la dacryo, Oui. très particulière, indication souvent sous anesthésie générale, mais en tout cas, état de cause. Tu utilises ce même abord Alors, j'utilise ce même abord pour le nerf supraorbitaire. Par contre, si je veux faire une anesthésie des voies lacrymales, j'utilise un abord. Je reprends très l'aiguille. médial en fait. Je reprends l'aiguille. Un abord très interne et dans l'angle supéro-interne, ici. Voilà, en rasant vraiment l'os. Alors, il faut faire attention. On avance et il y a quand même des vaisseaux en dessous. Donc, on y va tout doucement avec une aiguille fine, en faisant un test d'aspiration, en injectant peu de volume. Et là, on aura une anesthésie complète des voies lacrymales. Cet abord-là, sous échographie, je n'arrive pas à le faire parce que je pense que c'est un petit peu lointain. Certains utilisent aussi une anesthésie de l'œil péribulbaire en plus pour faire une dacryocystorynostomie, partant du principe que l'injection extraconique intraorbitaire permettra de réaliser l'intervention. Moi, je ne l'utilise pas, j'utilise l'abord des voies lacrymales, mais en fait, je pense il doit y avoir forcément une partie d'injection extraconique. Merci Mehdi. Je fais l'infraorbitaire. Éventuellement, Si on a une l'infraorbitaire, c'est vrai que je l'avais oublié, Ah, que tu as évoqué en dernière diapo. Ouais. Voilà. Donc le bloc infraorbitaire, très facile à faire. Donc ici, on va positionner la sonde. Moi, c'est là. Donc là, tu recherches. Voilà, c'est ici. Voilà. Voilà, donc on cherche l'artère infraorbitaire qu'on voit juste ici battre. J'ai du mal à bouger là. On voit bien une espèce de une petite échancrerie hypoéchogène dans laquelle on va trouver en dessous d'une membrane, hein, juste au-dessus de l'os, l'artère infraorbitaire et ici le nerf infraorbitaire qui est juste à côté. Voilà, cette petite structure hyper échogène et qui donc permet de faire une anesthésie complète de l'hémiface allant de la paupière inférieure jusqu'à l'arcade dentaire supérieure. Voilà. Un bloc très facile qu'on peut réaliser dans le plan ou hors plan avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faibles volumes pour éviter les complications. Voilà. Merci Mehdi. Je crois qu'on a fait une démonstration pour la FAS très large avec Marion et toi bien évidemment. Je vais vous réunir pour terminer ce live démo. Vous allez venir avec moi. On va remercier notre mannequin, Juliette, qui a été remarquable. Merci aussi, beaucoup, Juliette. pour finir cette présentation. Merci Mehdi, merci Marion. C'était un topo remarquable. Je pense que si vous aviez des doutes encore sur l'anesthésie corrigée de la face, du visage dans sa globalité, parce qu'on n'a pas abordé les données sur l'hypertension intracrânienne, les céphalées post-ponction, enfin il y a d'autres indications où les mesures peuvent être intéressantes et le bénéfice aussi anesthésique et analgésique. Donc merci à votre écoute pour cette live démo. Merci encore Marion, merci Mehdi. Merci. Très bon congrès ISFAR 2025 à toutes et à tous. Merci.